vais donc passer la parole à Stéphane Astic, qui va pitcher donc sa société Technocarbone, qui est une start-up non pas lauréate Green Tech Innovation, mais qui est en fait accompagnée par le Cerema Lab, qui est membre de notre réseau national d'incubateurs Green Tech. Et donc le projet Technocarbone est d'industrialiser la production de leurs matériaux innovants, le Carbon Fiber Stone, qui est là. Yes. Je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui, c'est pas ce matin, c'est maintenant, pour vous présenter donc notre technologie et notre projet de développement. Je vais vous parler des matériaux de construction aujourd'hui et des enjeux qu'il y a autour de ces matériaux de construction. Les matériaux, c'est un marché de 1000 milliards de dollars, à peu près, principalement l'acier et le béton, dont on parlera en miroir de ce que nous voulons faire. Au sein de ce marché, les matériaux verts que nous devons développer représentent un quart aujourd'hui et sont en plus forte croissance. On pense que d'ici 7-10 ans, ils représenteront 500 milliards et donc ils sont en croissance de 10%. La difficulté de ces matériaux, c'est qu'ils sont très fortement émetteurs et ce matin, notre collègue qui a fait la première présentation a rappelé qu'ils étaient émetteurs de l'ordre de 20 à 25% selon les pays des gaz à effet de serre. Le ciment, enfin, par rapport à toutes les émissions de l'industrie, le ciment, c'est un tiers et le béton, l'acier, c'est un autre tiers. Le quatrième sujet que nous identifions sur les enjeux, c'est que tous les matériaux de construction doivent être entretenus, doivent être rénovés, doivent être changés. Et on a un énorme enjeu, c'est que toute la reconstruction de l'après-guerre, du boom d'après-guerre, eh bien, aujourd'hui, à 60, 70 ans, 80 ans, ça n'a pas forcément toujours été fait avec des matériaux de la plus grande qualité. Et malheureusement, comme on le voit dans l'épisode du pont de Gênes, ça peut très très mal se terminer. Donc il y a des besoins gigantesques aujourd'hui de rénovation de ces matériaux. Et dans beaucoup de cas, beaucoup d'opérateurs se disent aujourd'hui qu'on ne va pas réutiliser les mêmes produits qui, justement, émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Et enfin, arrive une réglementation dont il a été question également ce matin, qui est la réglementation RE 2020, qui prévoit tout simplement qu'à l'échéance de 2031, 80% des matériaux utilisés actuellement dans la construction des maisons individuelles ou de l'habitat privé ne pourront plus être utilisés. Les 20% qui restent, on le connaît déjà, c'est le bois. Donc il va falloir trouver d'autres solutions. Et trouver les solutions avec de l'acier vert. Donc l'État français et avec Arcelor va investir dans l'usine sidérurgique de Dunkerque. C'est beaucoup d'argent. Donc ça ne suffira pas, il va falloir faire autrement. Alors qu'est-ce que nous faisons par rapport à ça? Si ça marche, voilà. Nous avons une technologie qui allie deux matériaux différents. Quelque chose d'ultra traditionnel, c'est la pierre naturelle. Et d'un autre côté, un matériau utilisé dans l'aérospatial, qui est la fibre de carbone, qu'on utilise aujourd'hui dans bien d'autres applications. On a parlé des vélos ce matin, des équipements sportifs et bien d'autres applications. Notre objectif à nous, c'est de faire un élément, de combiner des plaques de pierre avec une tranche de fibre de carbone. Donc c'est ce que vous avez ici, avec effectivement un sandwich avec deux plaques de pierre et puis au milieu une tranche de fibre de carbone, une plaque de fibre de carbone, et qui a comme principale caractéristique de n'avoir pas de corrosion, puisque pas de métal, donc pas de corrosion, pas de fissuration, et ça c'est le point principal. Pour produire ce matériau, comme on ne va pas faire de transformation chimique comme pour le calcaire pour devenir du ciment ou le minerai de fer pour devenir de l'acier, eh bien, on utilise beaucoup moins d'intensité énergétique. On a juste besoin de trancher des blocs de pierre. Deuxièmement, on a un matériau, vous pourrez le manipuler, qui est 3 fois plus léger que son équivalent en acier et qui obtient les mêmes performances. Et là, je vous montre effectivement un des tests que nous avons réalisé au CSTB, où nous voyons clairement une presse de plusieurs kilotonnes qui appuie sur un échantillon de 60 cm de long et 20 cm de large. Notre matériau va prendre une flèche jusqu'à 4 cm avant de rompre. Après, effectivement, il sera cassé. L'objectif, c'était de le casser et de voir jusqu'où on pouvait aller. En revanche, quand on enlève la presse, et avant qu'il n'ait cassé, la fibre de carbone a fait que la pierre n'a pas fissuré, n'a pas cassé, et donc elle revient à sa position initiale.
on ne savait pas, en tout cas si vous essayez de tordre de la pierre avec vos mains, vous n'y arrivez pas, ça va casser. Là, du fait de la présence de la fibre de carbone, on a une résistance qui se met en place, et donc on peut avoir un matériau extrêmement résistant. Par ailleurs, c'est du fait de pas de corrosion, pas de fissuration, eh bien, 5 fois plus pérenne que l'acier et le béton, voire beaucoup plus pour le béton. Et enfin, cherry on the cake, c'est 10 fois moins émetteur de CO2 à la production que l'acier ou le béton. J'insiste, c'est 10 fois moins. Chaque fois qu'on fait 1 tonne d'acier, on émet 1 tonne de CO2, voire 2. Quand nous allons faire une poutre en acier, eh bien, dans le mix énergétique français, nous émettrons 100 kg à 200 kg de CO2 à la place de 1 à 2 tonnes pour l'acier. Je vous laisse imaginer les conséquences. Je vous ai parlé tout à l'heure de 1000 milliards de chiffre d'affaires dans ce métier. On produit à l'échelle mondiale 2 milliards de tonnes d'acier dans le monde. Essayez d'imaginer si on ne remplaçait que 0,1% de ça, c'est tout de suite des tonnes d'économie de CO2. Et qui plus est, notre matériau est plus léger pour les mêmes caractéristiques, comme je le disais tout à l'heure. Résultat des courses, on va utiliser moins de matière et donc préempter moins de ressources naturelles sur notre planète. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Les premières applications, nous avançons. Nous avons travaillé avec le cabinet d'ingénierie Lamoureux et Ricciotti, qui est à l'origine du MUSEM à Marseille ou du Stade Jean-Bouin à Paris, et de bien d'autres applications. Et une des premières applications que nous devons bientôt signer lors d'un prochain appel d'offres qui sera remporté par le cabinet Lamoureux et Ricciotti, c'est d'installer des panneaux par soleil qui sont en façade, comme vous le voyez sur la photo à droite pour vous, à gauche pour vous, pardon, et qui nous permettrait effectivement d'équiper un bâtiment complètement. Deuxième sujet sur lequel nous sommes en train de travailler. Donc, pour ça, nous sommes allés jusqu'au test avec le CSTB qui a effectivement approuvé et a rendu un avis positif sur les capacités techniques de notre matériau. Le deuxième projet sur lequel nous travaillons aujourd'hui, c'est l'exemple d'une ombrière de panneaux photovoltaïques. Et nous sommes en train de travailler, de remettre un projet pour pouvoir remplacer et la structure et la charpente des ombrières qui se développent beaucoup dans le sud de la France, mais qui arriveront bientôt un peu plus au nord, en tout cas au nord de la Loire. Troisième projet avec lequel nous travaillons avec le CEREMA et avec l'aide du CEREMA qui nous a emmenés chez l'Ifremer, c'est effectivement de tester nos matériaux en milieu maritime, puisque pas de corrosion, pas d'érosion, ou beaucoup moins d'érosion, va nous permettre effectivement d'avoir des applications nombreuses, notamment dans des activités portuaires avec qui nous sommes déjà en contact. Enfin, quatrième point sur lequel nous sommes en train de travailler également, ce sont des panneaux solaires pour lesquels la structure métallique qui entoure le panneau serait remplacée par notre matériau, avec un avantage, c'est que par rapport à la structure métallique qui a le tort de chauffer de façon importante lorsqu'on est à 40 ou 50 degrés en exposition solaire, et donc qui se dilate et qui amène à ce qu'il y ait un moins bon fonctionnement du panneau, nous ne souffrirons pas de ces problèmes-là. Quel est notre roadmap aujourd'hui et où est-ce que nous en sommes? En 2022, ce que nous faisons, c'est que nous préparons notre industrialisation. Nos principaux points de développement, c'est de sécuriser nos premiers contrats commerciaux et démonstrateurs dont je viens de vous parler. C'est la raison pour laquelle, et je viendrai dans le slide d'après, nous cherchons et nous voulons lever 800 000 euros. En 2023, une fois que nous aurons rempli cette étape, nous nous lancerons dans la construction de notre site industriel et donc le recrutement de l'équipe technique et la livraison des premiers éléments en 2023 ou début 2024. Et ce qui donc fait que nous serons à ce moment-là, nous lançons dans une série A de 4 millions d'euros et avec des financements, nous l'espérons, bancaires et subventions de 4,7 millions, puisque le CAPEX de notre unité est à peu près évalué à 8 à 9 millions d'euros. Enfin, en 2024-2026, on aura la montée en charge de la production. L'objectif est de passer de 1000 tonnes à 6000 tonnes de production, d'obtenir une certification complète sur un certain nombre d'éléments qui pourront donc être vendus plus facilement, et pas simplement sur des cas d'usage spécifiques, ce qui nous permettra à ce moment-là d'envisager une croissance internationale.
Je vous ai mis effectivement quelques chiffres de ce que nous anticipons en termes de chiffre d'affaires pour rentabiliser notre unité de production qui, lorsque nous en serons là, ne fera que 6 000 tonnes. Et l'objectif, ce sera effectivement de trouver des partenaires industriels pour l'étape d'après. Voilà. Les 800 000 euros, à quoi ça va servir? Préparer notre étude de l'industrialisation, produire les premiers pilotes et démonstrateurs, renforcer notre équipe et continuer notre commercialisation. Je vous remercie de votre écoute. Alors, on fait des éléments préfabriqués. On ne fera pas, on va pas couler sur le chantier. L'objectif, c'est de faire des éléments préfabriqués, des poutres, des éléments de façade, des éléments de structure. Mais ça ne sera pas, effectivement, dans l'exemple des panneaux pare-soleil qui sont posés à l'horizontale, nous produirons dans l'usine ces panneaux sur une épaisseur de 5 à 8 mm pour chaque tranche de pierre, et puis ensuite nous les livrons. Et elles sont posées sur place. De produire. Voilà. En fait, on va intégrer 4 métiers différents. Un métier de marbrier, parce qu'on a besoin de couper la pierre en tranches très fines. Et une fois qu'elles sont coupées très fines, on ne peut pas les transporter sur 500 km ou 1000 km ou même 25 km. Sinon, comme c'est des plaques de 2 mètres par 3, quand elles vont arriver, elles seront cassées. Donc, il faut qu'on puisse le faire sur place. Ensuite, on va rectifier parce qu'il faut que, pour préparer l'encollage, selon notre procédé qui est breveté, eh bien, il faut qu'on ait une surface plane zéro défaut, avec une très grande exigence. Donc ça, effectivement, c'est une rectifeuse d'une très grande dimension. Ensuite, on passe dans des fours où on va faire l'encollage. Et ensuite, on a la dernière unité où on va modeler les éléments à façon selon les commandes. Ouais. Ah, mais aujourd'hui, personne ne le fait. Ah, ça, c'est de l'artisanat. Voilà. Oui, c'est tout ce qui est fait jusque-là, c'est de l'artisanat. Et donc, c'est économiquement pas viable. Donc, d'où le fait que pour passer l'étape, il faut qu'on passe dans une phase industrielle. En France, avec des emplois en France, donc avec un objectif qui fait du bien à la planète. Enfin, peut-être l'avez-vous évoqué, mais rapidement, pouvez-vous nous repréciser ce dont vous avez besoin en termes d'homologation pour pouvoir vendre ce produit? Ouais. Alors, les homologations, en fait, aujourd'hui, on passe par des avis techniques d'experts. Donc, typiquement, sur le premier produit, la première application, on a fait un test donc, auprès du CSTB. Demain, on a eu une discussion avec une plateforme, des promoteurs de plateformes logistiques qui font des cathédrales de 50 000 à 100 000 mètres carrés. Et puis, au fil de la discussion, ils nous interrogeaient sur quelque chose. Et à un moment donné, ils nous ont dit, mais au fait, finalement, est-ce que votre matériau est pare-feu? Parce que nous, nos cellules qui font 50 mètres de long sur 10 ou 11 mètres de hauteur, le béton, ce n'est pas forcément la bonne solution. En plus, ce n'est pas forcément porteur, donc on n'a pas besoin d'éléments porteurs, on a besoin de pare-feu. Et on leur a dit, c'est prévu dans notre séquence il va falloir qu'on teste ça. Et on sait que la protection incendie, c'est un des tests qui va nous coûter le plus cher. Donc, dans notre développement et dans effectivement les besoins de financement, ça fait partie. La protection incendie en fait partie. Et ensuite, effectivement, c'est pour ça qu'on ne pense avoir la normalisation de notre produit qu'en 2024, enfin 2025, parce que d'ici à ce qu'on puisse acheter de la même façon qu'une poutre connue, répertoriée dans tous les DTU, et on puisse choisir entre une poutre en acier ou une poutre en bois, demain, l'idéal, ce sera de pouvoir choisir une poutre en carbon fiber stone, qui est le nom de notre produit, mais il faudra donc passer par la normalisation. Auparavant, l'objectif est de passer par des éléments moins exigeants en termes de réglementation, d'où plutôt les façades que les éléments de structure. Les éléments de structure, si je mets une de mes poutres tout en bas de cette tour, personne ne voudra assurer la construction tant qu'on n'a pas toutes les autorisations. Okay. Ouais. Alors, on peut faire le mélaminé. On a déjà fait de façon artisanale le mélaminé. On a 1, 2, 3 couches. On a des réflexions ensuite où, au lieu d'utiliser de la fibre de carbone classique, il y a déjà des réflexions pour dire demain on utilisera la fibre de carbone verte. Comme ça, on aura un produit qui sera 100% neutre en carbone. Il y a une réflexion qui commence à émerger auprès des ingénieurs qui est de dire est-ce qu'on ne va pas utiliser de la fibre végétale
pour justement soit chanvre, soit lin, pour voir si on ne peut pas... Voilà, exactement. Mais l'idée, en fonction des capacités de résistance, c'est effectivement d'avoir 2 à 3 couches, par exemple, de pierre, et donc 2 couches de fibre de carbone. Voire d'assembler les uns avec les autres, comme on l'a vu dans l'exemple que je vous ai montré, où ça, c'est une construction particulière.